Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. À la une ce soir, la judiciarisation de la crise sanitaire. À peine les annonces présidentielles dévoilées hier soir, des perquisitions ont eu lieu ce matin au domicile de plusieurs ministres et ex-ministres, Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye. Que leur reproche-t-on précisément? Sur quoi portent les plaintes devant la Cour de justice de la République? Et le risque pénal peut-il dissuader les élus à se lancer en politique Covid quand la justice s'en mêle? C'est le thème de notre grand débat ce soir. On va parler aussi de la jeunesse dans cette crise sanitaire. C'est dur d'avoir 20 ans, a reconnu hier le président de la République. Le couvre-feu dans les grandes villes est un coup de massue supplémentaire pour les plus jeunes. Études en pointillé, avenir professionnel bouché. Peut-on parler d'une jeunesse sacrifiée? On en parlera dans un décryptage dans la deuxième partie de cette émission. Sans oublier bien sûr la chronique de Thomas Després. Il a promené sa caméra et son micro pour savoir ce que pensaient les députés de ces couvre-feux dans 8 métropoles et dans toute l'Île-de-France. Ce sera dans ma journée à l'Assemblée. Voilà pour le programme. C'est parti. #CVR, n'oubliez pas, tout de suite, le grand débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir Anne Jontet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée de La République En Marche, des Français de l'étranger, porte-parole du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous débattez ce soir avec Charles de Courson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Liberté et Territoire de la Marne. Et en tant que parlementaire, vous êtes aussi juge titulaire au sein de la Cour de justice de la République, juge élu. Vous allez nous expliquer tout cela. C'est la Cour qui est compétente pour juger les membres du gouvernement. Enfin, bonsoir, maître Fabrice Divisio. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous défendez 2 collectifs. Un collectif de médecins, C19, c'est son nom, et un collectif de malades victimes du coronavirus. Et vous avez porté en leur nom des plaintes nombreuses. 4 ont été retenues recevables. Plaintes contre Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn, qui ont débouché d'ailleurs sur les perquisitions de ce matin, perquisitions à leur domicile. On va y revenir dans le détail. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Blakowski qui m'accompagne comme tous les soirs et qui va ouvrir ce débat avec son billet, si j'ai bien compris. C'est parti. Si j'ai bien compris, Stéphane, ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, finalement, les choses n'ont pas tellement évolué depuis le Moyen-Âge. Souvenez-vous, à l'époque, quand il y avait une grosse épidémie, le premier réflexe de la société, qu'est-ce que c'était? De désigner un bouc émissaire. Parce qu'il faut reconnaître qu'en cas de crise, le bouc émissaire, c'est quand même très pratique. Vous voyez, désigner un coupable qu'on accuse de tous nos malheurs, ça permet de se défouler tous ensemble. Donc, sur la même personne, ça resserre les liens de la société. Alors, attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas injuste. Ce que je vous dis, c'est que ça soulage. Alors, ce serait qui le bouc émissaire de nos jours? Alors, pour le coronavirus, au départ, on avait pensé au pangolin. Mais bon, pas très convaincant comme bouc émissaire. Hein. Alors, heureusement, on a trouvé beaucoup mieux depuis lui. Le responsable politique. Mais bien sûr, parce que le responsable politique, il est censé disposer de grands pouvoirs, d'immenses privilèges, donc c'est quand même beaucoup plus crédible que ce pauvre pangolin qui est déjà en voie de disparition. Et puis, autre avantage, c'est que le pangolin, lui, est plutôt un animal sympathique, alors que le responsable politique, lui, tout le monde le déteste. Et ça, c'est bien pour un bouc émissaire. Regardez les chiffres qui s'affichent ici. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez que les politiques sont corrompus ou pas, vous voyez, il y a 90% des gens qui pensent que les politiques sont un peu ou beaucoup corrompus. Donc pas étonnant que le responsable politique aujourd'hui soit finalement le bouc émissaire idéal, celui qu'on va désigner évidemment à la verdict judiciaire. Et donc ce serait le cas également pour la crise du Covid? Bouc émissaire, les politiques. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'aujourd'hui, la justice a tendance à prendre le pas sur la politique, si vous voulez. C'est-à-dire, attention, hein, le mot justice a quand même 2 sens. Hein, ça peut être à la fois une vertu ou une administration. Alors, si c'était la justice en tant que vertu qui prenait plus de place dans notre société, mais mon Dieu, mais quelle bonne nouvelle! Malheureusement, c'est plutôt, en ce moment, dans notre société, l'administration judiciaire qui prend de plus en plus de place. Alors, est-ce que l'administration doit juger comme ça, sanctionner les élus? Est-ce que c'est à elle, en dernier lieu, de trancher de la vie de la société? C'est pas tout à fait ce que pense Éric Dupond-Moretti. C'est même exactement le contraire de ce qu'il pense. Vous savez que par les temps qui courent, on est dans la judiciarisation de tout et que l'époque, qui est aussi hygiéniste, contraint les uns et les autres en permanence à chercher des responsabilités. Moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans.
D'abord parce que je pense que ça profite, tout ça profite évidemment aux extrêmes. Mais je suis convaincu, monsieur, alors que Mélenchon et Le Pen auraient fait bien mieux qu'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est une certitude absolue. Voilà, juin 2020, il faut préciser tout de suite que ces propos ont été tenus avant qu'Éric Dupond-Moretti ne soit nommé ministre. Alors, vous faites bien de le préciser, mais moi, ce que je voudrais préciser, c'est que le Rassemblement national et la France insoumise ne se réjouissent pas forcément de l'intrusion de l'administration judiciaire dans la vie politique. Hein. Il se trouve que Mélenchon et Le Pen, eux, ce sont des vrais politiques qui se sont présentés devant les électeurs, qui ont été élus. Ce pas des petits fonctionnaires qui ont obtenu leur poste par concours et qui ensuite, en grenouillant, ont essayé de gravir des échelons dans la hiérarchie. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un billet éditorialisé ce soir. Allez-y. Le Pen et Mélenchon. Finissez. Eux, en plus, ils sont bien placés pour savoir ce que c'est, puisqu'ils ont justement subi ces inquisitions, cette perquisition de la justice. Donc, c'est pas sûr qu'ils aient apprécié ce qui se soit passé ce matin. D'ailleurs, dans les premières réactions, Coquerel, Éric Coquerel, qui est un élu de la France insoumise, lui dénonce justement cette judiciarisation de la société. Quant à Gilbert Collard, qui est un proche du RN, lui, toujours un peu plus grandiloquent, trouvait évidemment que la justice, aujourd'hui, se croyait tout permis en s'en prenant aux politiques. Donc, il faut bien finir par une question pour rester un peu ouvert. Donc ma question, ce serait, aujourd'hui, quand on est un jeune citoyen de plein de talent, évidemment, déjà, on est confiné, c'est embêtant. Mais au-delà de ça, quand on pense à son avenir, est-ce qu'on a vraiment intérêt à s'engager en politique au service de son pays, ou est-ce que c'est la meilleure manière de finir au tribunal ? Allez, vous allez répondre, réagir, et ensuite on va redérouler le dossier dans le détail. Je vous voyais un peu hausser les sourcils, Charles de Courson. C'est le pangolin qui vous a choqué ? Mais oui. Pourquoi ? Je raisonne sur mon pays, la France. En 93, je suis jeune député. On est en pleine suite de la crise du sang contaminé. Or, à l'époque, il n'y a pas d'institution. L'institution, c'est la Haute Cour de justice. Elle est faite pour ne pas fonctionner. Elle n'a jamais fonctionné. Et donc, on dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on crée la Cour de justice de la République. Et la première justiciable, ça a été 3 ministres qui étaient en fonction. Le Premier ministre, Laurent Fabius, Edmond Hervé, et malheureux Georgina Loïc Hervé, qui était secrétaire d'État en charge de cela. Donc, pour être très clair, vous vous félicitez aujourd'hui que les politiques, les responsables, les membres du gouvernement puissent être des bien sûr, justiciables. parce que j'ai toujours été contre l'irresponsabilité ministérielle. Alors, c'est affreux. on va y venir dans le détail. On avait un système d'irresponsabilité ministérielle, mais les hauts fonctionnaires, eux, ne sont-ils pas responsables ? Mais ne sont-ils pas sur l'autorité des ministres ? Donc, c'est pas possible. Et donc, ça a été un progrès qu'il fallait réparer. Les seuls qui sont irresponsables, c'est les magistrats. Juste un petit tour de table de réaction et puis on va... Non, pas du tout. Non, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est leur organe disciplinaire. Une erreur judiciaire peut et un certain nombre d'entre eux, ils sont passés, voire ont été révoqués. Les magistrats ne sont pas exemptés de responsabilité. Anne Genetet, une petite réaction. Quand on parle des responsables politiques, bouc émissaire de cette crise sanitaire, elle vous fait peur, cette judiciarisation? Elle n'est pas nouvelle. Hein. Alors, peur, ça n'est pas du tout le terme. En revanche, la question soulevée, qui est si je suis jeune, est-ce que ça me donne envie de rentrer en politique? Cet aspect-là peut effectivement, en tout cas à minima, faire réfléchir. Il y a d'autres aspects qui sont aussi la violence contre les politiques qui peuvent s'en dissuader. Mais néanmoins, je crois que l'irresponsabilité n'était pas une bonne chose. Et je pense que la possibilité qu'on ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs et pouvoir avoir cette justice au sens à la fois de la vertu et de l'organisation qui s'exerce, je trouve ça très bien dans une démocratie. Alors, je voudrais vous interroger, Maître Divisio, sur le timing, comme on dit en bon français, des perquisitions au lendemain d'annonces présidentielles. Pour vous, ça ne doit pas étonner? C'est la procédure normale? Enfin, vous imaginez bien que les perquisitions ne se sont pas décidées à minuit hier soir avec des magistrats de la Cour de cassation qui se sont dit « Tiens, Emmanuel Macron a parlé, nous, on a envie d'aller au restaurant, et donc, effectivement, ce couvre-feu nous pose un problème, et donc, on va aller perquisitionner. » Enfin, je veux dire, c'est une offense de le penser ainsi, faite à l'institution judiciaire, que même un avocat n'oserait pas. C'est-à-dire, effectivement, concrètement, que Dieu sait si on peut avoir quelques griefs à l'égard de l'institution judiciaire. Mais ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est que d'habitude, on reproche à l'institution judiciaire d'aller trop lentement. Et voilà qu'aujourd'hui,
On lui reproche d'aller trop vite. Vous trouvez qu'il y a une célérité particulière que vous pouvez saluer? Parce qu'il faut préciser, et on va voir un sujet qui va nous planter le décor de manière un peu plus précise, qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte sur plusieurs ministres, information judiciaire donc qui ouvre à des enquêtes de policiers, de police judiciaire. Elle a eu lieu, cette ouverture d'information, en juillet. On a des perquisitions en octobre, mi-octobre. Finalement, ça ne va pas si vite. Ah, quand même. C'est rapide ? C'est relativement rapide. Si, c'est relativement rapide dans une affaire. Je vais le préciser différemment. Dans une affaire de droit commun, ce serait relativement rapide. Dans une affaire de cette ampleur, c'est un timing qui, somme toute, correspond au timing qui est habituellement celui de l'institution judiciaire dans des affaires de cette envergure. Il faut bien comprendre une chose importante, qu'on oublie peut-être un peu. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que tout le monde a intérêt à ce que ça aille vite. Les ministres concernés en premier. Il faut effectivement, peut-être qu'à la fin, on découvrira que toute cette affaire, finalement, ne relève pas de la... Même quand ils sont en exercice, c'est pas plus difficile non, pour mais organiser une défense? Au contraire, on a intérêt. Mais on a intérêt, si vous voulez, à ce que la vérité soit faite au plus vite pour que, justement, si l'innocence, ou en tout cas, s'il n'y a pas de renvoi devant la cour, ça se sache au plus vite. C'est le premier point. Mais je vous pose cette question de la question du temps, de la rapidité, puis ensuite on va avoir un sujet pour comprendre dans le détail ce qui est en train de se jouer. On a en mémoire un certain nombre de grands dossiers où la responsabilité des élus et des gouvernants a été engagée. Vous avez cité le sang contaminé. On a eu l'impression, on pourrait citer Furiani également, même si c'est très différent, mais que tout se passe bien après. Là, on est en plein dans la crise sanitaire et les ministres sont sous le coup d'enquête alors qu'on n'est même pas sorti de cette crise. Non, mais sur l'affaire du sang contaminé, vous avez raison, mais c'était... Des années après. Mais pourquoi? Parce qu'il a déjà fallu créer la Cour de justice de la République. Il a fallu élire tant les députés que les sénateurs, que les membres de la Cour de cassation. Il a fallu après créer un parquet, enfin, etc., etc. Donc ça a été très lent. C'est pour ça. Donc la faute à l'inexistence d'un système judiciaire adapté. Elle a pris beaucoup de temps. Et puis vous pouvez avoir des personnes qui déposent plainte et que l'instruction est extrêmement compliquée, notamment quand il y a des affaires étrangères. Par exemple, prenez le prochain dossier que va examiner la Cour de justice de la République, c'est l'affaire de ce qu'on appelle l'affaire Balladur, Léotard, etc., qui sont accusés d'avoir utilisé des pots de vin. Dans l'affaire Karachi. Oui, l'affaire de Karachi. Bon, c'est une affaire internationale, donc les juges d'instruction ont eu beaucoup de mal à investiguer. Donc ça dépend des D'ailleurs, ces dossiers. perquisitions, c'est le début. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Alors, je salue la présence de Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Richard, qui est chroniqueur dans cette émission et journaliste, correspondant parisien au quotidien suisse Le Temps. Alors, on plonge dans cette affaire. Qu'est-ce qui est reproché précisément aux ministres concernés par cette information judiciaire? On voit cela tout de suite avec Clément Méric. Après les plaintes, les perquisitions. Édouard Philippe, Agnès Buzyn ou encore Olivier Véran, tous ont en commun d'avoir dû gérer la crise sanitaire dans le cadre de leurs fonctions gouvernementales. Est-ce que vous avez peur d'un éventuel procès pénal? Non. Non? Non, j'ai ma conscience pour moi, je sais ce que j'ai fait. Sur la centaine de plaintes pénales déposées contre des membres du gouvernement, seuls 9 avaient été jugés recevables. Des plaintes déposées par des médecins, des patients ou des associations de personnel soignant. Les perquisitions de ce matin sont la suite logique de l'information judiciaire ouverte début juillet par la Cour de justice de la République. Le délit visé est difficile à établir, abstention volontaire de prévenir un sinistre. La peine encourue est de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Si l'enquête débouche sur un procès, il se tiendra devant la Cour de justice de la République, seule habilitée à juger des actes commis par des ministres dans le cadre de leurs fonctions. Cette enquête s'ajoute à celle ouverte le 10 juin par le parquet de Paris. Elle vise des instances ministérielles ou des responsables administratifs, notamment pour homicides involontaires ou mise en danger de la vie d'autrui. Alors Fabrice Divisio, vous êtes l'avocat au cœur de ce dossier. Je le disais, 4 plaintes ont été jugées recevables. Elles sont donc à l'origine de ces perquisitions. Qui défendez-vous précisément déjà? Alors moi, je défends d'abord un collectif de médecins qui est directement concerné, vous l'imaginez bien, par la crise et par ses conséquences au mois de mars dernier, lorsque ils étaient dans l'incapacité de pouvoir se protéger et protéger leurs patients. Donc ça, c'est la
Première chose. La deuxième chose, je défends une association de victimes, l'association Corona Victimes, qui est une association de victimes du coronavirus, et qui estime que effectivement les responsabilités doivent être recherchées, la vérité doit être faite sur les raisons pour lesquelles est-ce qu'on a vécu un confinement, est-ce qu'on aurait pu l'éviter, est-ce que les masques, il y a eu une abstention volontaire à un moment, est-ce qu'il y a eu Donc ils veulent des réponses à des questions, mais vous savez qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire, ici même à l'Assemblée, qui se pose ces questions-là. Est-ce qu'elle n'est pas plus légitime ? Alors, elle n'est pas plus légitime. Elle est légitime, mais je ne pense pas qu'il y ait un concours de légitimité. Je pense que chaque institution a sa légitimité et sa vocation propre. La commission parlementaire, d'enquête parlementaire, a la vocation constitutionnelle de venir établir une responsabilité que l'on qualifie de politique, c'est-à-dire de faire la lumière sur le système. Et vous avez vu ces auditions transcendent largement la seule personnalité, les seules personnes des ministres concernés par la plainte. Et ensuite, vous avez l'institution judiciaire qui, elle, va se poser la question de savoir si il y a eu à un moment donné telle personne, dans tel contexte, qui a fait telle chose. Ce matin, les enquêteurs cherchaient quoi précisément au domicile d'Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Olivier Véran? Eh bien, ils cherchaient tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, c'est-à-dire notamment les échanges de mails dont Agnès Buzyn évoque l'existence. Parce qu'il y a eu cet article dans Le Monde qui a fait vraiment un effet blast, comme on dit, dans l'opinion, où la ministre expliquait qu'elle avait été alertée dès décembre par un blog, et puis elle confiait à la journaliste qui l'interviewait qu'elle avait, à ce moment-là, dès début janvier, alerté le Premier ministre. La question, c'est les traces écrites, c'est des éventuels mails. Charles de Courson. Oui, les commissions d'enquête parlementaire, c'est l'un des outils dont disposent les parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de l'administration. Et si je puis me permettre, bien sûr, les commissions d'enquête, c'est pas du tout des juges. Ils n'ont pas à juger, mais ils peuvent saisir la justice. Ça n'a été fait qu'une fois. J'étais rapporteur de cette commission d'enquête, donc ça a été la première fois sur l'affaire Air Liberté que la commission d'enquête a saisi au pénal. Et nous avons réussi à faire condamner le président d'Air Liberté qui avait détourné 13 millions, qui était de l'argent public. Alors là, le délit potentiel... Le Sénat vient pour la première fois aussi d'utiliser. Donc parfois les commissions d'enquête débouchent sur des condamnations, des saisines de justice, des saisines de justice et des procès au lieu. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on reproche précisément à ces ministres. Si vous voulez, à Édouard Philippe et à Agnès Buzyn, ce qu'on reproche, c'est à l'aune et à la lumière de ce qu'a dit Agnès Buzyn. Agnès Buzyn dit j'ai averti, j'ai envoyé des mails. Si ce qu'elle dit est vrai, eh bien alors il s'agira de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi, élément. C'est le délit potentiel devant la Cour de justice de la République, et on arrive jusqu'à chez vous, si je puis dire, c'est l'abstention de combattre un sinistre. C'est l'abstention volontaire de combattre. Il faut le caractère volontaire. Il faut que vous réussissiez, que les enquêteurs puissent prouver qu'il y a eu une abstention volontaire de combattre un sinistre. Est-ce que c'est prouvable, ça ? Oui, c'est prouvable. Je veux dire, si vous voulez, classiquement, ce qui se passe si on prend le contexte dans lequel on se situe, si effectivement il est exact que Mme Buzyn a bien averti le Premier ministre, et en fonction de ce qu'elle a écrit, c'est pour ça que la perquisition est importante, en fonction de ce qu'elle a écrit, si effectivement ce qu'elle a écrit est suffisamment précis pour que une action du gouvernement, une action du Premier ministre fut nécessaire, si cette action n'a pas eu lieu, eh bien alors oui, nous serons en abstention volontaire, parce qu'il faut bien comprendre que la notion d'abstention volontaire, elle se mesure à l'aune de la connaissance que nous avions du sinistre. Et c'est ici qu'il y a un biais. Tout le monde dit depuis le départ, mais nous ignorions ce qui allait se passer. Oui, peut-être, sauf que moi... Vous reconnaissez que c'est une crise de l'incertitude que l'on traverse dans la crise sanitaire. Non. Moi, je dis, Mme Buzyn dit, je savais. Point. Alors, on va écouter Jean Castex, et je vous donne la parole, promis, juste après. L'institution judiciaire considère que elle l'a suffisamment dit pour ouvrir une instruction, quand même. Jean Castex, qui évidemment n'a pas commenté ces perquisitions, il était interrogé ce matin en marge de la conférence de presse qu'il a donnée sur les mesures restrictives, mais il a quand même défendu Olivier Véran. Écoutez-le. Sur la confiance que j'accorde à M. Olivier Véran ici présent, sachez qu'elle est totale. Outre, bien entendu, ai-je besoin de le rappeler, que sur le volet judiciaire, que je ne connais pas, il bénéficie d'une totale présomption d'innocence. Mais je voudrais vous faire mesurer à toutes et à tous, mesdames et messieurs,
la difficulté de cette crise sanitaire que nous vivons avec des hauts et des bas depuis plusieurs mois. Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois, matin, midi, soir, la nuit, le week-end. J'en atteste devant vous. Il est toujours au front, toujours. Anne Genetet, c'est la question du risque pénal et du poids que ce risque fait peser sur l'action au jour le jour d'un ministre comme Olivier Véran. On peut bien travailler quand on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Je le laisserai répondre à ça. Je pense que heureusement, nous avons une justice qui fonctionne et qui fait qu'un certain nombre de personnes, là ce sont des ministres, mais enfin d'autres, sont sous le coup d'une enquête judiciaire. Si la vie, c'est certainement lourd, c'est certainement pesant, ça demande de l'énergie pour apporter les informations, les réponses aux questions qui nous sont posées, indubitablement, et tous ceux qui sont passés par là peuvent en témoigner de l'énergie que ça consomme. Néanmoins, la vie ne s'arrête pas. Et heureusement, ces personnes-là doivent continuer à poursuivre leur mission. Il n'y a aucune raison qu'elles s'interrompent parce qu'on leur a posé des questions. En revanche, je voudrais simplement rajouter une chose, et vous avez prononcé un mot qui m'interpelle, qui me semble très juste. Cette crise de l'incertitude. Effectivement, nous sommes là sur un accident de l'évolution microbiologique. L'accident, c'est l'apparition de ce virus que personne ne connaissait, dont nous ne connaissions pas. Aucun microbiologiste, aucun infectiologue, aucun médecin ne savait comment les choses allaient évoluer. Et donc, la définition de ça, c'est que nous n'avons pas de protocole, nous n'avons pas de réponse. Et tout à l'heure, je vous expliquais combien même les traitements ont évolué. Les traitements au départ que nous proposions n'étaient pas du tout ceux que nous proposons aujourd'hui, car nous avons appris au fur et à mesure. Donc, toutes les décisions politiques derrière ont été prises en mettant en balance. On ne peut pas être responsable de quelque chose qui n'est pas prévisible. C'est ce que vous dites. Charles de Courson, vous êtes d'accord? Non, moi je suis juge titulaire, donc je ne voulais pas dire quoi que ce soit sur le fond. Simplement, on va venir après sur la Cour en elle-même. Qu'il y a deux types de recours. Il y a les recours concernant les ministres devant la Cour de justice de la République et il y a les recours concernant les hauts fonctionnaires qui ne sont pas des ministres devant les juridictions de droit commun. Bien. Et que ça nous a toujours posé des problèmes. C'est 2 poids 2 mesures, vous diriez? Non, je ne dis pas ça. Mais quand vous avez deux juridictions, qu'est-ce qui se passe si elles ont des positions contradictoires? C'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'affaire dont nous parlons, supposez que les juges judiciaires condamnent le directeur de la santé, parce qu'il n'a pas suffisamment, je ne sais pas, telle raison, et que la Cour de justice de la République ait des positions inverses. Voilà. Alors, je rappelle que ça n'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver, qu'on peut faire appel de la décision de la Cour de justice de la République devant la Cour de cassation. C'est pas encore arrivé. Mais ça arrivera bien un jour. Et il y aurait forcément une forme de choc dans l'opinion. Est-ce qu'un responsable d'administration sanitaire soit condamné et pas sa tutelle, si je puis dire? C'est pour ça que j'ai toujours défendu la thèse qu'il fallait supprimer la Cour de justice de la République et que les ministres soient jugés comme les hauts fonctionnaires devant les juridictions de droit commun. Avec donc pour vous, c'est une justice au fond d'exception. Une protection comme il y a devant la CJR, c'est-à-dire commission des requêtes, puis commission d'instruction. On va revenir là-dessus juste après, mais sur le risque pénal, je voudrais quand même vous faire réécouter cette archive. C'était sur le plateau de BFM TV. C'était Philippe de Villiers qui rapportait des propos que lui aurait tenus le chef de l'État concernant Édouard Philippe. Regardez. Le 17 mai dernier, j'ai eu une conversation avec Emmanuel Macron et je lui ai dit, mais pourquoi il fait ça, Édouard Philippe? Pourquoi on ne déconfine pas plus vite? Et pourquoi les mêmes qui nous interdisaient les masques quand c'était nécessaire nous obligent d'en porter quand ça n'est plus nécessaire? Bon, pourquoi? Il m'a dit, Philippe, il gère son risque pénal. Il vous a parlé comme ça, oui, de son Premier ministre. Comme ça. Et de son Premier ministre. De son Premier ministre, oui. Maître Dubizio, voilà, ce sont des propos rapportés, évidemment, à prendre avec la plus grande des prudences. Mais ce risque pénal, on a pu le lire, on a pu entendre dire que voilà, il avait pu peut-être peser dans la prise de décision. Vous savez, un confinement qui aurait duré longtemps. Madame évoquait quelque chose que je crois fort juste. Le risque, ce qu'on qualifie le risque, finalement, il existe. Il ne doit pas empêcher de vivre non plus. C'est inhérent à l'action du gouvernement que c'est pas moi qui le décide, c'est finalement la loi, c'est la Constitution qui l'a décidé qu'à un moment, les ministres étaient justiciables, devaient répondre de leurs actes. Ces gens, lorsqu'ils acceptent
une responsabilité ministérielle savent qu'il y a cette possibilité du risque pénal, comme un parlementaire sait que son immunité peut être levée. Et comme on parlait de responsabilité des magistrats, absolument, comme tout citoyen. Ce que je veux dire, juste pour terminer sur ce point, si vous me permettez, juste sur ce point, il importe quand même de souligner quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que jamais vous ne m'entendrez dire que Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe sont coupables de quoi que ce soit. Ils bénéficient d'une présomption qui est à ce stade irréfragable, qui est une présomption d'innocence. Il faut quand même... C'est pas parce que la commission d'instruction a décidé de mener des perquisitions, a décidé de faire son office, dans le cadre d'une procédure normale. Comme une procédure normale. Nous sommes dans un cadre Alors d'une justice... justement, la procédure. Écoutez, du point de vue du citoyen, moi j'essaie de me mettre du côté du citoyen. L'ancienne situation était extrêmement choquante. L'irresponsabilité ministérielle, non mais attendez, c'est extrêmement choquant. Donc depuis la loi de 93, il n'y a plus d'irresponsabilité ministérielle. Il ne reste plus que l'irresponsabilité du président de la République dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il est irresponsable tant qu'il est président. Il ne peut être incriminé que pour haute trahison. Attendez, autant vous dire que franchement, bon. Ça n'arrive jamais. Lui, dans l'exercice de ses fonctions. Donc, je trouve ça tout à fait sain. Et si ce que rapporte Philippe de Villiers est exact, je ne vois pas le problème. Il est tout à fait normal que vous soyez sous la ministre, menace d'un risque pénal, vous pouvez par exemple déconfiner plus lentement. Entreprise, vous vous posez des questions, par exemple pour éviter des accidents du travail, parce que vous savez que si ça tourne mal, votre responsabilité pourrait être... Mais vous voyez bien qu'avec la crise sanitaire, vous avez des mesures restrictives qui ont immédiatement des conséquences économiques terribles. Donc attendez, c'est un fil, mais quel est le problème des décisions qui aillent contre les intérêts de la population. Mais absolument. Donc le risque pénal n'est là finalement que quelque part pour nous protéger tous indirectement. Bien sûr. C'est un risque général et qui est inhérent à tout citoyen. Nous avons tous chaque jour dans nos actions un risque pénal. Parce que si les ministres pouvaient prendre des décisions qui se révèlent être totalement catastrophiques, mais le peuple demande justice. Prenez ceux qui avaient été contaminés dans l'affaire du sang contaminé. Enfin, vous auriez été contaminé parce qu'on vous a transfusé et vous êtes tombé malade, très gravement malade. Pour vous, c'est comparable ? Mais c'est le même problème. C'est de dire si une décision d'un ministre peut entraîner des catastrophes et qu'on montre que la décision qu'il a prise n'était pas éclairée, voire qu'il a fait l'objet d'une grande... Dans le sang contaminé, ça, si c'est à la justice d'évaluer cela. Si vous voulez... Maître Divisio, là-dessus. Voyez-vous, moi, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est en pleine crise sanitaire et on a au premier plan les médecins. S'il y a bien une profession qui gère son risque pénal permanent et qui pourrait vous dire la même chose que les ministres, c'est les médecins. Moi, je défends des médecins toute la journée et je suis abasourdi, parfois, des condamnations qui sont prononcées par les juridictions pénales. Les médecins que vous défendez, ils ont été contaminés ou certains ont été contaminés. Ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés. Je pense certains ont été contaminés, mais je défends également la veuve d'un médecin généraliste qui effectivement parce qu'on parle ici qui est décédé, on parle ici des masques, etc. Mais je voudrais juste vous souligner un point, c'est qu'on pourrait aussi s'interroger sur un point, c'est qu'en février, par exemple, dès février, nous avions les cabinets de médecine de ville qui étaient inondés de patients. Les patients affluaient en quantité dès mi-février dans les cabinets de médecine de ville, alors pourtant que les médecins n'étaient pas censés en voir avant la phase 3 qui a été déclenchée début mars. Bon, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Peut-être on va regarder une petite infographie sur la Cour de justice de la République. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un peu de pédagogie. Il y a 15 juges, c'est bien ça, 6 députés, 6 sénateurs. C'est ça. 3 magistrats de la Cour de cassation. Oui, alors il faut bien préciser que les 15 sont élus. Les 3 de la Cour de cassation, par leur père, et les députés et les sénateurs, c'est à la proportionnelle des groupes, tant les titulaires que les suppléants. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'on n'en est qu'au tout début. Il y a un filtre, expliquez-nous ça, une commission des requêtes à la Cour de cassation qui va transmettre ou non l'instruction à cette Cour. Il y a un double filtre. Il y a une première commission qui est la commission des requêtes. C'est-à-dire que si un citoyen estime qu'un ministre a fait une grave erreur qui lui a été préjudiciable, qui lui a causé un trouble, eh bien, il dépose un recours, il prend un avocat, et il dépose plainte devant la commission des requêtes. Si la commission des requêtes, après avoir auditionné les intéressés, estime qu'il y a quand même des cas graves, elle peut classer, mais si c'est grave, elle transmet à une deuxième
commission qui est la commission d'instruction. Double filtre. Et la commission d'instruction elle-même examine l'affaire et la transmet ou ne la transmet Ça pas. va prendre combien de D'ailleurs, temps, à la cette Cour de affaire justice. Bah, Des écoutez, mois et des mois. il faut quand même, quand on a eu le débat sur la loi de 93, on disait il faut éviter que des centaines de citoyens attaquent les ministres et qu'ils soient complètement encarafés. Donc ce double filtre est quand même protecteur pour vraiment que ça soit des cas graves. Mais en réalité, vous savez... et après, on saisit la Vous Cour de n'êtes pas justice. prêt de plaider, si je Mais puis moi, dire. si vous voulez, alors Enfin, pas tout de suite. Je veux vraiment, si vous voulez, faire comprendre que le temps est une... On s'en plaint beaucoup du temps judiciaire, mais parfois, le temps judiciaire a une vertu, c'est celui de la vérité, de l'émergence de la vérité. Il ne faudrait pas, dans cette affaire, qu'on ait une demi-vérité. Il faut qu'on ait une vérité qui prend le temps de l'émergence, en fait. Surtout, elle doit prendre le temps de l'émergence. Peut-être qu'elle jaillisse peut-être après la crise sanitaire, c'est pas salutable. Elle jaillira quand elle doit jaillir, c'est le timing des magistrats, mais juste sur un point à propos du filtre. En fait, en réalité, si vous voulez, le filtre, il existe toujours. Même dans les juridictions ordinaires, si vous voulez saisir un juge d'instruction demain matin, vous pouvez vous constituer partie civile et le juge d'instruction décidera à l'issue de l'instruction s'il doit ou non saisir la Dernière juridiction précision, il n'y a pas de partie civile dans la Cour Non, il n'y de a pas de partie justice civile. de la République. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas les plaignants n'ont pas la qualité de partie. Ils ne peuvent pas interagir. Ils ne peuvent pas demander d'actes. Ils ne peuvent pas demander de dommages et intérêts, puisque ça, il faudrait le faire devant le tribunal administratif. Ils ne peuvent pas, si vous voulez, être partie et se faire entendre, pour faire simple, si on veut dire ça comme ça. Les victimes ne sont pas représentées devant la Cour. Elles ont la qualité de témoins devant la Cour. D'accord, c'est très C'est clair. un point sur lequel il va y avoir de toute façon une amélioration, une évolution. Voilà. Richard, et ailleurs alors, en pleine crise sanitaire, ailleurs chez nos voisins européens, est-ce qu'il y a autant de procédures? Est-ce qu'il y a des plaintes similaires? Alors oui, il y en a, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne tourne pas toujours au désavantage des politiques. C'est-à-dire que ce bras de fer peut aussi servir à relégitimer les politiques qui, à ce moment-là, peuvent expliquer leur position et expliquer leurs agissements. Prenez l'Italie, par exemple. Alors je sais que vous connaissez bien le dossier italien. Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, et 6 de ses ministres avaient été mis en cause, et le parquet s'était auto-saisi d'un certain nombre de plaintes, notamment pour les décès dans les maisons de retraite du nord de l'Italie. Eh bien, cette première salve de plaintes, le parquet a décidé de l'abandonner. Il y a eu un classement sans suite parce qu'elles étaient, semble-t-il, infondées. Il y a d'autres cas qui sont à l'instruction, mais en tout cas, pour l'instant, vous imaginez que ça a relégitimé l'action d'un Premier ministre italien qui, par ailleurs, pour l'instant, a vu sa popularité augmenter avec cette crise. Un cas tout à fait différent, mais qui nous dit quand même quelque chose. Au Royaume-Uni, les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont traduit en justice le gouvernement à cause de la quarantaine imposée aux voyageurs qui arrivaient dans le pays. Eh bien, ça a fait un énorme impact. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ce temps-là, les syndicats, eux, sont montés au créneau sur le thème que les mêmes compagnies étaient en train de licencier énormément de personnel. Le Premier ministre Boris Johnson a saisi l'occasion pour dire qu'il ne fallait pas exagérer quand on voit de telles compagnies traduire en justice son gouvernement, qu'elle ferait mieux de garder les employés. Il a gagné cette bataille médiatique dans un moment qui était difficile pour lui. Et enfin, un troisième exemple, Pedro Sanchez. Alors, on voit bien le mélange entre politique et justice. Plus de 3000 familles attaquent le gouvernement espagnol toujours pour cette question des maisons de retraite, dont on voit bien qu'elle est absolument centrale. Eh bien, pour l'instant, dans les premières auditions, Pedro Sanchez et ses ministres ont fait valoir qu'un certain nombre de leurs décisions avaient été empêchées par les gouvernements régionaux. Vous savez qu'en Espagne, c'est un énorme sujet, la division avec les régions. Eh bien, ça lui a permis aussi de relégitimer son action sur le mode, nous, le gouvernement central, le gouvernement fédéral, on est utile en temps de crise, et le problème vient plutôt de la dispersion des décisions. Non, et les politiques ne doivent pas avoir peur de la justice parce qu'ils peuvent aussi l'utiliser pour légitimer leur action et prouver à leurs concitoyens qu'ils ont agi. La députée des Français de l'étranger que vous êtes, comment elle réagit, Anne Je crois que c'est évidemment très intéressant, c'est un moment intéressant, et moi je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit aujourd'hui que le plus intéressant, c'est de voir qu'on a encore une fois, un système judiciaire qui fonctionne, un pays qui fonctionne, des instituts qui fonctionnent et qui sont là pour établir des faits. Responsabilité ou pas, nous le verrons.
La justice, comme on dit classiquement, fera son travail, se mettra à l'ouvrage. Mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir et ça qui doit vraiment réjouir nos concitoyens. Nous avons un système, des institutions qui fonctionnent et qui sont justes pour chacun d'entre nous. Alors pour conclure ce débat, j'aimerais vous faire réentendre le philosophe Alain Finkielkraut qui s'exprimait sur France Inter. C'était en plein confinement en mai dernier, suivi de l'avocat Ariel Halimi, qui était invité sur ce plateau, qui défend lui aussi, comme vous, maître, un certain nombre de dossiers pénaux, mais lui dans la partie pénale. Et non pas devant la Cour de justice de la République, donc il ne défend pas des anciens ministres ou des ministres. Alain Finkielkraut, Ariel Halimi, écoutez. Aujourd'hui, cet État que l'on contrôle, que l'on surveille, que l'on juge, eh bien, on lui demande tout. L'exécutif, pour eux, est censé tout savoir, tout prévoir et tout pouvoir. Et donc, les retards deviennent des crimes, l'incertitude est niée et la tragédie aussi. Et c'est ce qui fait qu'en effet, le vent mauvais du populisme pénal souffle sur la France. On est dans un contexte institutionnel très particulier, où il n'y a plus du tout de contre-pouvoir, où il y a eu un état d'exception pendant très longtemps, où la justice est en berne, où le Parlement est en berne également, et où il n'y a plus d'expression démocratique. Faire le choix de l'action judiciaire, qu'elle soit civile, pénale ou administrative, c'est choisir la démocratie, contrairement à l'expression du populisme pénal. C'est choisir la résolution pacifique d'un conflit et non pas la violence. Alors on va faire un dernier tour de table pour réagir à ces deux positions complètement opposées. Pour conclure rapidement, maître. D'abord, je ne sais pas ce qu'est le populisme pénal. Je sais ce qu'est la justice pénale. Une soif de coupable. Bon, il n'y a aucune soif de coupable, il y a une soif de vérité. Le Parlement exerce son office sur la responsabilité politique et comprendre comment on a pu en arriver là. Et la justice exerce son office pour comprendre s'il y a eu une preuve. Et dernier point sur M. Halimi, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que ce pays ne dispose pas de contre-pouvoir. Je ne suis pas d'accord pour dire que le Parlement est en berne. Le Parlement a fait l'office qui était le sien. Alors, je vais vous laisser répondre, mais je voudrais d'abord vous entendre là-dessus. Richard Verly. On oublie que les politiques ont quand même les moyens de répondre. Ils ont pris des actes en fonction d'un certain nombre d'études, en fonction d'avis d'experts. Donc ils sont bien outillés pour justifier leurs décisions. Et l'une des vertus de la justice peut être, si le processus judiciaire suit correctement son tour, de leur permettre de montrer que l'action a été efficace et en tout cas que le but était de sauver le maximum de gens. Donc moi je crois aussi aux vertus d'une action judiciaire, à condition bien évidemment qu'elle soit médiatiquement contrôlée, parce qu'il y a toujours le risque que pour faire avancer une cause, on accuse plus que de raison hors des tribunaux. Charles de Courson, un mot de conclusion. Je suis en complet désaccord avec les deux intervenants. Concernant M. Finkielkraut, ce qu'il dit est totalement inexact. C'est exactement l'inverse. C'est parce que le peuple aurait le sentiment que des ministres ont fait des actes tout à fait répréhensibles et qu'ils ne sont pas sanctionnés qu'on alimente le populisme. Voilà, donc c'est quand le peuple se rend compte qu'il y a une justice et que la justice tombe, eh bien il dit on a enfin une justice dans notre pays. Quant à cet avocat qui défend la thèse qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus de Parlement, on est toujours là. Moi, j'ai continué à délibérer. J'ai fait partie des 25 premiers, puisque nous étions 25 au début. On a voté 3 textes successifs et on n'a pas cessé. Et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lequel nous étions beaucoup battus pour dire le Parlement n'est pas en vacances. C'est dit. Allez, très rapidement, parce qu'on est très en retard. La commission d'enquête parlementaire également, dont je confirme qu'elle a fait son travail. Et pour le coup, je peux lui proposer un certain nombre de pays dans lesquels il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de justice. La liste est longue. Et nous sommes ravis d'être une démocratie. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau débattre de ces questions. Comment les députés réagissent aux annonces d'Emmanuel Macron et cette annonce choc de couvre-feu dès 21h dans 8 métropoles. C'est l'heure de ma journée à l'Assemblée, n'est-ce pas Thomas ? Oui, exactement, Myriam. Comme près de 23 millions de téléspectateurs, hier soir, les députés ont eux aussi suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais sont-ils satisfaits des annonces du président ? On leur a posé la question. « 21h, 6h du matin, le couvre-feu qu'a annoncé Emmanuel Macron hier, c'est une bonne mesure ? Alors, c'est une mesure nécessaire pour pouvoir protéger les Françaises et les Français. On voit que les mesures qu'on a prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes dans ces métropoles. Donc là, on a pris des mesures simples, qui sont dures,
Mais je crois que c'est, hélas, la bonne décision. Mieux vaut faire ça maintenant que dans une situation catastrophique dans un mois ou dans 2 mois. C'est une situation qui n'est pas là par hasard. C'est une succession de fiascos. Après les masques, après le problème des tests, après le problème du traçage. On a eu un Ségur de la Santé qui a annoncé 4000 lits de réanimation supplémentaires. Il n'y en a pas. Est-ce que cette annonce n'est pas signe de l'échec du gouvernement à avoir réussi le déconfinement ? Ce n'est pas l'échec du gouvernement, c'est l'échec de la population en général. Et je regarde les autres pays et je me dis que en fait, ça a été un peu partout pareil. Alors ces déclarations, elles font presque l'unanimité, vous l'avez vu au sein des députés, mais certains regrettent toutefois la place qui est laissée au Parlement dans les annonces. C'est le cas notamment du groupe socialiste. Ils ont écrit au Premier ministre pour lui demander de venir s'exprimer ici, à l'Assemblée, devant la représentation nationale. Bonjour Valérie Rabault. Avec votre collègue Patrick Kanner, vous avez écrit un courrier au Premier ministre. Pourquoi ? Bien écoutez, vu les annonces du président de la République hier soir qui instaure un couvre-feu, il est quand même normal que nous puissions lui poser des questions, qu'il puisse nous donner de l'information. Encore une fois, tout le mode d'emploi qui est prévu pour ce couvre-feu. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels nous pouvons lui dire nous sommes d'accord, pas d'accord, et lui poser des questions. Ça paraît être le fonctionnement normal d'une démocratie, ça se fait dans tous les autres pays, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en France. Personnellement, s'il y avait eu un débat, j'aurais porté la proposition d'un couvre-feu, si je puis dire, en tout cas d'un semi-confinement à partir de 22h. Ce qui aurait permis encore à la restauration, et cela aurait permis au monde de la culture, qui a fait des efforts considérables jusqu'à présent, puisse survivre. Je vous rappelle que la politique sanitaire, c'est du ressort du gouvernement. Et les Français nous reprocheraient de ne pas prendre dans les temps voulus, les bonnes décisions. Voilà, mais on ne sait pas pour l'heure si Jean Castex a prévu de venir s'exprimer ici, devant les députés à l'Assemblée. Mais une chose est sûre, ils pourront continuer de travailler au-delà de 21h, y compris pendant le couvre-feu. Ils seront considérés comme des travailleurs de nuit. Merci beaucoup Thomas. On va parler à présent d'un sujet qui inquiète de plus en plus de familles, l'avenir des jeunes dans cette société du Covid. Le couvre-feu nocturne est une mauvaise nouvelle de plus pour eux. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonsoir Isabelle Floren. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes députée MoDem des Hauts-de-Seine. Bienvenue à vous Paloma Moritz. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez cofondé l'association Mieux Voter. Vous êtes aussi rédactrice en chef. Vous me disiez tout ça hors antenne pour inciter d'un magazine en ligne, c'est ça ? Un mouvement qui s'appelle On est prêt, qui est sur les réseaux sociaux. Sur les questions écologiques. Qui sensibilise la jeunesse sur les questions environnementales notamment. Et bienvenue sur ce plateau Yanis Limam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FAGE, c'est le premier syndicat étudiant de France. Je vous donne la parole dans un instant. On a voulu prendre un peu la température au lendemain de cette annonce choc, ces couvre-feux dans 8 métropoles et partout en Île-de-France. Comment réagissent-ils ? On s'est promené du côté de la cité universitaire dans le 14e arrondissement. C'est un reportage de Nathalie Guilloire et de Maïté Frémont. On en parle juste après. Comme tous les étudiants de France, Samuel, 25 ans, a appris qu'il aurait à subir un couvre-feu dès samedi. Mais cet étudiant américain est plutôt philosophe. Alors pour moi, ces nouvelles règles ne sont pas trop lourdes, c'est juste triste et déprimant et ça montre la situation actuelle du monde en fait. Dans cette cité universitaire de Paris, 6800 jeunes de 140 nationalités se côtoient en temps normal. Mais depuis la rentrée et avec les nouvelles restrictions, c'est la déception pour Jean-Baptiste et Jérémy. Pour ces futurs ingénieurs, ce n'est pas vraiment la vie étudiante rêvée. On a très peu d'interaction avec les Erasmus, je ne connais pas encore d'étudiants et je trouvais ça dommage parce qu'on pouvait revivre une ambiance auberge espagnole qui ne peut plus exister à cause du Covid. Et ça, là-dessus, je vous avoue que je suis beaucoup peiné. Plus on avance, moins on a d'occasion de rencontrer des gens tout simplement, de décompresser après les cours et autres, enfin autrement qu'en faisant du sport par exemple et en étant isolé. Du coup, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais on va voir si moralement ça sera difficile ou non, on verra. Et le couvre-feu de 21h à 6h du matin ne va pas améliorer ce nouveau mode de vie. Les 3 étudiants vivent ici sur le campus, mais fini pour eux les soirées chez les uns ou chez les autres. Romuald le dit, dès samedi, ils s'en tiendront à 6 par chambre. C'est sûr qu'on a beaucoup moins de liberté que les autres années à Paris, même dans toutes les grandes villes de France, mais moi je me sens pas sacrifié, quoi. Je comprends les mesures qui sont prises et sûrement qu'à la place du président j'aurais peut-être pris les mêmes. Donc franchement non, je comprends, quoi. Ouais, évidemment on regrette un peu notre année, mais
on vit avec, quoi. On a déjà tellement d'avantages, ça serait vraiment mesquin de critiquer ça, quoi. Au-delà de ce nouveau mode de vie imposé, c'est surtout la question de leur futur qui s'écrit aujourd'hui en pointillé. Je ne sais pas si notre diplôme cette année aura la même valeur que celui d'une autre année. Est-ce que nos diplômes ne vont pas être dévalués sur le marché du travail qui risque déjà d'être plus compliqué peut-être dans certains secteurs. Enfin, est-ce qu'on est sûr qu'on pourra bien s'intégrer dans le monde du travail de demain, quoi? Alors Yanis Limam, vous avez évidemment écouté le président hier, on entend ces jeunes, et ils ont l'air plutôt pas si attristés que ça de la situation, hein. Ils refusent cette expression de génération sacrifiée, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est dur? Je pense que oui, aujourd'hui, avoir 20 ans, c'est peut-être pas la meilleure époque pour avoir 20 ans en effet. Mais c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'était les mots précis du président. Ça. Je pense que ces étudiants, ils ont la bonne réaction, à la fois de dire qu'ils sont peinés justement de se retrouver dans cette situation-là, de perdre le lien social aujourd'hui qui fait une grande partie de la vie étudiante, mais de la même façon, ils sont résignés et ils savent que c'est des règles, que des règles vont devoir être appliquées. Et je pense que la plupart des étudiants et des jeunes sont dans cette conception. Quand on est un étudiant qui doit se débrouiller un peu seul, on a un peu d'aide par les parents, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'on a perdu avec cette crise sanitaire? Concrètement, à la fac déjà, j'imagine que 50% dans les amphis, ça change tout. Beaucoup de présence à la maison. Il y a le lien social pour nous, c'est quelque chose de très important. Et c'est aujourd'hui comment est-ce que les étudiants et les jeunes sortent un peu de cet isolement dans lequel ils sont. Ils l'ont été pendant le confinement et on a pu faire une étude au niveau de la FAGE qui a montré que ces étudiants se sentaient seuls et pendant le confinement, ils n'ont pas mis les pieds à la fac. Voilà. Hein. Mais pour les personnes qui se trouvent par exemple en distanciel et qui vont passer finalement toute la journée chez eux et qui vont passer toute la soirée chez eux aussi, forcément, je pense qu'on va redévelopper ce genre de symptômes un peu qu'avaient ces étudiants et ces jeunes qui étaient seuls. Et finalement, par exemple, la cité universitaire où il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir se côtoyer entre eux, on a peur, nous, de notre côté, que ces étudiants-là, ils tombent dans la solitude et ils tombent Donc dans c'est l'isolement, c'est la précarité aussi, parce que quand on a connu le confinement, et maintenant ces restrictions nocturnes et qu'on vit dans un petit 15 mètres carrés, c'est plus dur. Il y a la question de la précarité étudiante, il y a aussi avec le couvre-feu notamment des questions qui vont se poser sur les jobs étudiants. Les jobs étudiants ont été notamment sacrifiés cet été puisqu'il n'y en avait pas assez pour tous les étudiants et tous les jeunes. Les stages aussi se font beaucoup aussi, bien sûr. En présence, en visio à la maison, c'est ça? En télétravail aussi, mais ça fait que sur ces questions-là, sur les questions des ressources financières, c'est des questions qui se posent. Aujourd'hui, nous, on travaille pour débloquer aussi, pour que le gouvernement mette aussi sur la table une enveloppe pour ces étudiants qui se trouvent dans une grande précarité. Et en fait, les étudiants, cette année, vont s'appauvrir de moins en moins. L'appauvrissement aussi, vous le voyez à quels indicateurs? On va venir sur les mesures, mais l'appauvrissement des étudiants, c'est quoi concrètement? C'est l'appauvrissement, c'est le fait que nous, en tout cas, la façon dont on arrive à le voir, c'est au niveau des dispositifs d'aide qu'on a mis en place pour ces étudiants-là, pour les jeunes en général, qui touchent de plus en plus de jeunes et d'étudiants. Donc on voit qu'il y a une augmentation justement de ces personnes-là qui souhaitent bénéficier de dispositifs. Et au-delà de ça, les aides qui sont au niveau des CROUS et au niveau des universités. Paloma Maurice, comment vous pourriez nous décrire au fond le quotidien, le nouveau quotidien des étudiants, des jeunes dans l'ère du Covid en France? Je pense que ce quotidien, il est profondément transformé parce qu'il ressemble plus je vois, par exemple, moi, j'ai une petite sœur qui vient de rentrer à l'université. Elle ne vit pas du tout la même rentrée universitaire que moi. Il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Il y a de l'angoisse aussi sur l'avenir, j'imagine, parce que l'avenir professionnel semble vraiment plus bouché aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a quelques mois. Il y a une angoisse sur l'avenir professionnel, mais je pense qu'il y a une angoisse de façon générale sur l'avenir du fait de l'urgence environnementale dans laquelle on est. Et beaucoup de ces jeunes, en fait, subissent ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, c'est-à-dire cette anxiété profonde de se dire qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans un monde potentiellement à plus 7 degrés, où on est en train d'atteindre des seuils de bascule, des points de non-retour, et potentiellement il fera 50 degrés à Paris en 2050. Le climat, le virus, le terrorisme qu'on a vu frapper encore il n'y a pas longtemps. Isabelle Floren, quel message vous pouvez faire passer? On a une série de batteries de mesures, on va en parler, mais j'imagine que vous êtes mère de famille, peut-être que vos enfants ont entre... J'ai un fils de 20 ans. 20 ans, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que les portes se ferment, l'avenir se bouche?
Alors, il y a évidemment, je partage, il y a le constat d'inquiétude, d'angoisse sur l'avenir, c'est sûr. 20 ans, c'est pas un âge facile avec une crise comme on la vit actuellement. Et en même temps, j'ai le sentiment que pendant ces derniers mois, on a vu aussi beaucoup de jeunes faire preuve de grande maturité et de grande responsabilité. C'est aussi un constat. Parce que, voilà, ils entendent beaucoup et dire que c'est aussi de leur faute. Trop de fêtes, il faut arrêter trop de Canal Saint-Martin. C'est faux. Trop de bière, il y a trop de aussi bars. plein de quinquas. Je veux dire, on ne va pas commencer à aller... Je connais... On les a pas un peu stigmatisés, les jeunes ? Un peu, peut-être. Des paroles ont été parfois malheureuses. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté. Moi, j'ai constaté autour de moi beaucoup de civisme, des jeunes effectivement qui ont pu se retrouver, mais qui ont pris leur responsabilité aussi de respecter le langage gouvernemental, c'est-à-dire tout simplement en période sanitaire, quand on a des cas contacts, on respecte les procédures. J'ai constaté que les jeunes, comme les autres, étaient bien conscients et bien responsables, qu'en plus maintenant, ce qui est des choses différentes par rapport à d'autres générations, ils sont hyper connectés. Alors, cette hyper connexion, on en connaît les désavantages aussi en tant que parents, mais on peut en connaître les avantages. En période de crise, je crois qu'aussi, pour rompre une certaine partie d'isolement, ils l'ont tous vécu avec le confinement, mais ils vont le revivre quelque part pour ceux qui sont concernés par le couvre-feu. Je pense que les réseaux sociaux, je pense que tous les outils dont est-ce qu'on peut permettre sérieusement de les laisser et de continuer à les mettre en contact avec leurs amis, leur communauté. Je pense que c'est là-dessus. Donc le numérique devient bien sûr. Le numérique devient le lieu du vivre ensemble, mais le confinement nocturne, le couvre-feu, c'est terrible pour les jeunes, non ? Alors, c'est terrible pour les jeunes, oui, toujours sur cette question de lien social et de vie étudiante. C'est sûr que ça profondément, et c'est ce qui était un peu dit dans le reportage juste avant, ça fait que des gens ne se rencontreront pas et ça ont des amitiés qui ne vont pas forcément naître. Le fait d'être vécu aussi comme propagateur du virus, pas forcément malade. Et ça, par contre, et je suis très heureux d'entendre ces propos-là, de dire que voilà, les jeunes ont respecté les gestes barrières, parce qu'aujourd'hui, on a été énormément mis sur le devant de la scène comme étant, les jeunes sont des personnes qui font circuler le virus, alors que pas plus d'autres générations d'âge. Et là, c'est vraiment, je trouve ça intéressant qu'on arrête un peu de culpabiliser toujours les jeunes, parce que finalement, c'est dans cette posture-là que beaucoup de personnes nous ont mis les jeunes, pour dire, c'est une catégorie d'âge comme les autres et qu'on respecte les règles comme les autres. Alors, pour les étudiants, les réponses qui sont sur la table. Hier, 150 € en plus pour les bénéficiaires des APL. Là, c'est pas pour les étudiants, mais pour les bénéficiaires du RSA également. Mais déjà, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que les aides aux étudiants sont suffisantes aujourd'hui ? En général, non. Les aides sociales pour les étudiantes, elles sont aujourd'hui insuffisantes, et que ce soit au niveau des bourses sur critères sociaux, où nous, on demande justement une certaine linéarisation de celles-ci pour voir, et aussi leur montant augmenter. Ça, vous le demandez depuis longtemps. On le demande depuis longtemps, mais aujourd'hui, et depuis un an, la précarité étudiante, elle est mise sur le devant de la scène, entre les événements qu'il y a eu en novembre dernier à Lyon et tout ce qui s'est passé sur la période du Covid. On voit qu'aujourd'hui, et ça est mis sur le devant de la scène, qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim. Des jeunes et des étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim. Donc comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'organisation, on a travaillé là-dessus, on a mis en place des dispositifs, mais ce n'est pas des dispositifs qui sont structurels. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des vraies politiques structurelles au niveau des étudiants et des jeunes pour les sortir de cette précarité-là. Parce qu'il y a d'un côté les étudiants qui ont une bourse, mais qui ne peuvent pas forcément vivre, et de l'autre côté des jeunes. Et sur ce pan-là, entre guillemets, nous, ce qu'on demande, et quelque chose qu'on nous refuse aussi, et qui n'avance pas dans les négociations, c'est l'ouverture du RSA pour les 18-25 ans. C'est quelque chose qui nous paraît, aujourd'hui, avec beaucoup d'autres acteurs et de partenaires sociaux, être quelque chose qui... Isabelle Florennes, ça c'est vrai que ça a étonné beaucoup. Le président n'a pas voulu dire oui à cette mesure. Vous le regrettez ? Je pense que le Premier ministre et le gouvernement ont en tête une reconfiguration du plan pauvreté pour s'adapter justement à la crise et à la situation des jeunes. Donc sur la question du RSA, je pense qu'ils ne veulent pas... Il a très clairement dit qu'ils ne veulent pas augmenter le RSA, ni même augmenter les bénéficiaires, et notamment les plus jeunes. Mais nous attendons des mesures, et j'espère, et en tout cas un certain nombre de parlementaires interrogent le gouvernement toutes les semaines sur ces sujets. Mais il a eu tort de refuser, là ?
Non, je ne pense pas, parce que j'ai cru comprendre que dans les jours prochains, des mesures fortes, notamment en termes de revenus universels qui pourront toucher des catégories notamment plus jeunes, pourraient être en tout cas envisagées, annoncées. Donc moi j'attends, et nous attendons, et nous sommes nombreux à les attendre, des mesures de type plus universel qui pourraient, suivant des critères, toucher et notamment des publics plus jeunes. C'est des choix qui doivent être faits par les politiques. Pour revenir sur les jeunes et la précarité étudiante, il y a quand même eu des mesures, notamment sur les repas, d'abaissement de repas étudiants très récemment. Le ticket rue à 1 €. Ben voilà, et je crois que ça va dans le même sens. On sait très bien que cette précarité a augmenté, pas du fait que les petits jobs, malheureusement, les compléments de revenus n'existent plus actuellement pour la plupart de ces jeunes. Il y a aussi un effort, effectivement, je crois, à envisager sur la question des bourses. Mais ça, je n'ai pas d'informations en ce sens pour le moment. Paloma Maurice, cette prise de conscience des jeunes, au fond de difficultés, mais ça peut être aussi un sursaut, comment elle va se traduire, à votre avis, dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de radicalisation de la jeunesse, ou au contraire un mouvement politique? Alors, il y a un slogan de mai 68 que j'ai retrouvé récemment qui dit une société qui abolit toute aventure fait de l'abolition de cette société la seule aventure possible. Et je pense en fait que les jeunes ont envie aujourd'hui de s'embarquer dans cette aventure-là et sont de plus en plus en train de questionner un système en fait. Donc, et abolition un système de quoi, qui crée des inégalités, qui ne répond pas en fait à l'urgence environnementale, qui crée des systèmes d'oppression en fait, notamment entre les êtres, sur le vivant, sur les questions du patriarcat, du féminisme, de l'antiracisme, etc. Et en fait, donc, de plus en plus... Vous parlez d'une forme d'engagement ou de radicalisation en fait, qui serait peut-être violente? Non, ce n'est pas une... Enfin, en fait, la radicalité, c'est de prendre un problème à sa source. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de réaliser le fait que tout est lié. Et que donc, s'ils veulent avoir un changement, il faut qu'ils questionnent un système entier. Et en même temps, c'est une aventure formidable, comme je le disais, puisque tout est à réinventer. Et évidemment qu'il y a un degré de radicalité qui est en train de monter, parce qu'il y a de l'autre côté un degré de radicalité qui est en train de monter. Puisque les réponses, en fait, face à ces problèmes-là, n'existent pas aujourd'hui. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Et on voit bien, par exemple, les Français, pour beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude qui est sortie de Destin commun il y a un mois qui s'appelle « Les oubliés de la pandémie », qui est très intéressante, et qui dit qu'en fait, la plupart des Français considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur de l'urgence environnementale et à côté de ça, pensent que cette crise sanitaire est un moment important pour apporter des changements au pays. Et donc, en fait, quand on voit, par exemple, la réponse du gouvernement à la Convention citoyenne pour le climat, dont les mesures sont de plus en plus détricotées, etc., oui, il y a une forme de radicalité à dire, là, ce n'est plus possible. Il y a en fait simplement un refus, un moment où la jeunesse, et je pense en fait la population en général, dit non, dit stop, et dit, nous, on veut un autre horizon possible, on veut que vous nous montriez des futurs souhaitables. En tout cas, je ne sais pas si ça va se traduire dans une forme de radicalité politique violente, mais il y a un nous, peut-être, qui est en train de se constituer de façon plus forte qu'avant face à toutes ces difficultés. Vous partagez cette analyse? On dit que cette génération, si elle n'est pas sacrifiée, elle est plus politique qu'avant, plus idéologisée qu'avant. C'est important aujourd'hui de repolitiser justement les jeunes et de faire en sorte qu'ils prennent un peu conscience de leur destin. Et c'est là où je rejoins totalement... ce qui a été dit, c'est que oui, c'est important de remettre la politique au cœur de la jeunesse aussi, parce qu'aujourd'hui, que ce soit en termes de programmes électoraux ou de politiques qui sont menées pour la jeunesse, on est finalement très peu consultés, et les jeunes votent peu sur les échéances démocratiques, malheureusement. Et c'est aussi notre travail à nous de repolitiser en informant, en sensibilisant sur ces questions-là, pour permettre finalement que juste dans les programmes, dans les politiques qui soient prises en compte, qui soient faites en fait finalement, on ait réellement une prise en compte de la jeunesse et des enjeux de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous diriez. Le paquet a été mis sur l'apprentissage, sur le travail des jeunes. Il y a énormément de mesures. Aujourd'hui, un employeur a énormément d'aides, plusieurs milliers d'euros pour un apprenti, pour la première embauche. Ce n'est pas cette prise de conscience-là que vous attendez?
Allez-y. Il y a de la jeunesse, il y a des mesures. Il y a des mesures qui ont été faites pour la jeunesse, et ça c'est certain, que ça soit dans le plan de relance ou alors, et ça se traduit, mais aujourd'hui, quand un gouvernement met en avant et en chef de file un peu le SNU comme étant quelque chose, comme la première politique publique le service universel, national universel, qui est mis finalement en tête de proue des politiques de jeunesse et qui finalement lead un peu pas mal de choses sur ces questions-là aussi, en termes d'éducation populaire, en termes de valeurs de la République. Je pense qu'il y a un réel souci aussi là-dessus et qu'il faut creuser. Isabelle Florennes, vous aurez le mot de la fin. Quel message vous voulez leur faire passer? Vous les entendez? Comment ça peut se traduire concrètement? Quand même d'optimisme, même si on est dans une période d'incertitude. Pour ces jeunes, c'est vrai que c'est un moment difficile à passer pour toute la société, pour tout le monde et pour toutes les catégories. Moi, je crois quand même qu'ils ont des atouts en main, que le gouvernement et je pense le président de la République en a conscience, et il l'a dit hier, et je pense que c'est pas fin dans ses mots, c'est une réelle prise de conscience depuis le début. C'est pour ça que, juste pour revenir sur la question de l'apprentissage, ce gouvernement depuis le début, et moi personnellement, en tant que députée, j'y crois, la résorption du chômage des jeunes par la formation, par l'alternance, est un des meilleurs moyens pour sauver une partie, en tout cas entraîner une partie de la jeunesse vers du meilleur. En tout cas, on va suivre ce dossier de près, parce que ça ne fait que commencer. Et que l'avenir est devant vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre soirée documentaire. À demain.